Rentrée scolaire dans un lycée du Texas, Claire Wilson est professeure d'anglais, une nouvelle enseignante dans cet établissement où est scolarisé Eric Walker. Un jeune homme de 17 ans, élève moyen, bon footballeur. Il est d'ailleurs sur le terrain avec ses copains, quelques passes, tandis qu'à quelques mètres de là, Claire Wilson rejoint son véhicule. Une jeune femme, silhouette fine, joliment maquillée, séduisante, de quoi susciter des commentaires. Oh putain, c'est qui ça? Ah, ouais, c'est Madame Wilson. Elle est nouvelle. C'est notre prof de littérature. Quoi, t'es sérieux? Ouais. Elle est trop bonne pour être prof. Non, elle a l'air bien, mais elle nous a déjà blindé de devoirs. Dès le premier jour. Donc bon, j'espère que ça va pas être comme ça toute l'année. Moi, une meuf comme ça, elle pourrait me demander ce qu'elle veut. Bienvenue dans Sérieland, Zoom sur la nouvelle série de Canal+, A Teacher, et sur ces autres fictions qui évoquent la relation prof-élève. Sérieland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de comprendre la société. Je m'appelle Eva et j'ai grandi télévisuellement parlant, en admirant Véronique Jeannot, alias Joël Mazar dans Post Café, en rêvant d'avoir une prof aussi cool que Christina dans Hartley Cœur à vif. Depuis quelques semaines, les séries évoquant les relations entre profs et élèves, entre adultes et ados, se multiplient. Rapports de séduction, rapports de pouvoir, sentiments d'admiration ou de détestation. Comment les séries nous racontent ces interactions sociales que nous avons tous vécues. À l'occasion de la diffusion à partir du 22 avril sur Canal+, de A Teacher, nous avons choisi avec mon équipe de Sérivore, composée cette semaine de Clémence Olivier, Constance Jamet, journaliste au Figaro, et Patrick, notre voix, de replonger dans quelques-unes de ces séries mettant en scène des profs face à leurs élèves. Il nous fallait aussi une spécialiste, une personne qui connaît parfaitement le milieu de l'éducation nationale et Sérivore également. Élodie Pinel est docteure en littérature française, prof de français et de philosophie, et elle adore les séries et le cinéma. Elle est l'invitée experte de Sérieland. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec la série du moment, celle dont on parle. Avec Constance Jamet, nous vous présenterons Moi, Christiane F., à voir sur Amazon Prime Video. Sérieland, épisode 68. La série de la semaine. Bonjour Constance. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous avez pensé de A Teacher. Mais avant cela, je vous présente Élodie Pinel. Bonjour Élodie. Bonjour. Je le disais, vous êtes prof de français et de philosophie. Vous parlez souvent de séries avec vos élèves. Il paraît qu'ils vous en apprennent plus que vous ne savez parfois sur les séries. Sur la science-fiction, les dystopies, pas mal de genres qu'ils affectionnent particulièrement. Ouais. Et vous les étudiez en classe aussi? Oui, on les prend comme support d'exemple pour certaines dissertations, essais, voilà. Ben nous, on valide complètement. Vous pouvez même leur faire écouter Sérieland, il n'y a aucun problème. J'ai déjà commencé. Alors, Canal+ diffuse à partir du 22 avril une nouvelle série américaine, A Teacher. 10 épisodes plutôt courts, entre 20 et 30 minutes, qui mettent en scène une relation intime entre une prof de littérature et son élève âgé de 17 ans. Une série dramatique menée par Kate Mara, qu'on avait vue notamment dans la première saison de House of Cards. Et face à elle, Nick Robinson, un des héros de la série Love, Victor. Constance, est-ce que vous avez aimé A Teacher? Alors moi, j'ai plutôt été charmée déjà par la concision des épisodes. Une demi-heure, c'est toujours très appréciable. Et je me suis surprise à aller jusqu'au bout parce qu'en fait, au départ, le précepte, c'est une relation qui devient vite une ambiguïté, puis une ambiguïté amoureuse. Et donc, il y a un côté un peu sulfureux. Donc, je me dis, est-ce que ça va quelque chose de très sensationnel qui se base sur des faits divers qu'on se souvient tous, comme Marie-Kay Le Tourneau et son élève dans les années 90. Et j'ai été surprise que c'est quand même beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus psychologique. Et ça montre bien un peu toute la valse d'hésitation dans qui mène la danse de séduction ou pas, qui use de son ascendant sur d'autres. Et donc, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins moraliste et noir et blanc que ce que je pouvais craindre. Et vous, Élodie Pinel, est-ce que vous avez aimé A Teacher? Alors, j'ai aimé la narration. J'ai aimé la manière dont c'est raconté. J'ai trouvé ça dense. On ne peut pas louper 5 minutes, on ne comprend rien sinon. Donc ça, c'est déjà une grande qualité. J'ai été interrogée par le fond parce qu'on n'a pas forcément envie en tant que prof de se poser ce genre de questions. C'est-à-dire qu'en général, justement, on ne se les pose pas. On met une barrière tout de suite parce que bien sûr, on va avoir des blagues de temps en temps d'élèves. Donc il faut qu'on soit très très clair là-dessus. Donc là, se voir confronté à cette question d'une manière insistante, et puis c'est le centre de la série quand même. Bon, c'est un peu perturbant, d'autant que le mérite quand même de cette série, c'est de ne pas
de nous laisser juger, de nous laisser juge, de nous placer en situation de témoin, en comprenant les motivations au fur et à mesure de chacun des personnages. Et puis le jugement viendra après, mais c'est un jugement introspectif que chacun fait sur soi. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Alors, mais est-ce que la situation vous paraît totalement incrédible ou au contraire, elle est plutôt crédible? Élodie, vous qui êtes professeur. On a un exemple de la Première Dame déjà. Oui, Donc bien sûr. il est très crédible. Brigitte Enfin, les Macron. élèves Bien sûr. nous le disent souvent. J'y ai pensé dès que j'ai vu. Je me suis dit, si c'était en France, ce Teacher aurait pu être un biopic Emmanuel Macron, Bah oui. Brigitte. Ah oui, mais Bah vous oui. voyez, j'y ai pas du tout pensé. Moi, j'ai pensé à d'autres histoires plus anciennes, des Gabriel années Russier 68. aussi. Mais exactement. Aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à Brigitte Macron. Alors moi, de mon côté, je le reconnais volontiers. J'ai beaucoup aimé cette histoire, qui est construite comme une sorte de thriller. Je trouve qu'il y a une tension, d'ailleurs, qui s'installe assez rapidement et qui nous laisse penser que cette histoire, elle ne peut pas bien se terminer. Mais je vous propose de commencer quand même par le début. C'est plus logique. Claire Wilson, donc l'enseignante, et Eric Walker, l'élève, se retrouvent dans un bar. Claire Wilson est juste venue boire un verre. Eric vient, lui, de terminer son service et il a besoin d'aide pour faire monter sa moyenne à l'école. Vous pourriez peut-être m'aider? Quoi, avec des cours particuliers? Ouais? Oui, il faut d'abord que je m'assure que c'est autorisé, mais il n'y a pas de raison. Merci, c'est cool. Alors, c'est un très court extrait, mais on comprend tout de suite que la prof pense que ces histoires de cours particuliers, donc en dehors du cadre du lycée, peuvent poser problème. Voilà, donc c'est marrant parce que quand vous revoyez la série, parce que si vous faites comme moi, vous revoyez les épisodes, vous vous rendez compte de chaque phrase qui a son importance dans le récit. Élodie, vous nous disiez que oui, effectivement, cette histoire d'ambiguïté entre les profs et les élèves peut exister, mais surtout que dans A Teacher, on le voit, elle est assez jeune, cette enseignante. Et lui est plutôt mature, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Est-ce que c'est ça qui rend crédible le récit à vos yeux ? J'ai trouvé ça crédible à ce niveau-là. On voit qu'il est très responsabilisé, ce jeune. En fait, il s'occupe de ses petits frères, sa mère est solo. Et elle a un physique de jeune fille, elle n'arrive pas à être mère. Donc, ils sont tous les deux en transition. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se rencontrer quelque part. Ils sont tous les deux en dehors de leur âge réel. Donc ça, c'est crédible sur le plan psychologique. Là où moi, j'ai sursauté plusieurs fois, c'est en effet, à plusieurs moments, je dis mais là, elle ne peut pas faire ça. Bah, Mais elle le sait d'ailleurs, Mais parce oui. que dès le départ, elle Constance, résiste à son Oui. instinct. Quand on voit la série, on comprend qu'elle a eu une adolescence, une jeunesse dont on n'a pas profité, donc elle est un peu dans une espèce de crise d'adolescence ou crise de la quarantaine avant l'heure. Et quelque part, psychologiquement, les deux sont, lui d'ailleurs, peut-être un peu plus mature qu'elle de toute manière. Tout à Et fait. elle, on sent bien qu'elle cherche la mèche à allumer pour tout imploser pour diverses raisons. Et ce qui est assez fascinant dans la série, c'est qu'à chaque pas, lui comme elle se disent on est quand même en train de s'acheminer vers quelque chose qui n'est pas une bonne idée, qui est une erreur de jugement. Et pourtant, ils se laissent glisser. Et pourtant, c'est impossible de leur en vouloir parce que on sent bien qu'ils cherchent l'un chez l'autre quelque chose qui leur manque. Et oui. Et que même s'il y a un rapport de séduction, d'autorité, il y a quand même autre chose derrière qui mettra beaucoup de temps à être conceptualisé et qui est très bien fait dans le dernier épisode de la série où chacun se remémore les raisons qui les ont amenés à faire ses choix. Et oui, on peut Et- pas spoiler la fin, hein, parce que Tout là, à fait. vraiment, ça serait du gâchis. Mais Mais elle est très réussie, la c'est fin. un peu intéressant comme dit à faire, c'est comment chacun a restructuré les prémices de son histoire et comment ces prémices amènent à la fin. Alors, vous parlez justement de cette relation où on sent que chacun fait un pas en avant puis un pas en arrière pour pas aller vers une fin qu'on sent un peu fatidique, en fait. Hein. Mais au-delà de cette relation, la série, elle raconte aussi les dégâts que peuvent provoquer à long terme des personnes dites toxiques. J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait qui nous donne un aperçu de cette relation. Claire et Eric se retrouvent au bal du lycée. J'y arrive pas, je pense tout le temps à vous. Putain, je rêve de vous toutes les nuits. Toutes les nuits. Je sais pas. Je voulais continuer les cours particuliers. Mais je me sens trop attiré par vous. Et enfin, je veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. J'ai vraiment du mal à me contrôler quand vous êtes à côté de moi. Et oui, parce que Teacher, c'est aussi une série sur le désir. Alors c'est étonnant parce que je ne m'étais pas fait la remarque, mais quand on écoute en version française, il y a le vouvoiement Oui. qui n'existe pas en langue anglaise. Et ça rajoute une petite distance, non? Vous ne trouvez pas, Tout Constance? à fait. Enfin, même je trouve que dans le premier extrait qu'on a écouté, il y a tout le doublage qui est plein de sous-entendus qui est très intéressant à écouter. Et qui est pas si mal fait. Parce Non. que d'habitude, on est, Oui. on est pro version originale, mais pour le coup, c'est plutôt bien fait. Élodie, on disait, cette histoire, elle rappelle une autre histoire vraie qui a secoué la France, celle de Gabrielle Russier, qui était enseignante et qui s'est suicidée en 1969. Elle avait été condamnée pour enlèvement et détournement de mineurs. Ce drame a été d'ailleurs adapté au cinéma par André Cayatte
fait, Mourir d'aimer, un film magnifique porté par Annie Girardot. Est-ce que vous y avez pensé en regardant The Teacher ? Oui, j'y ai pensé, d'autant que j'ai une collègue qui était dans le lycée en tant qu'élève de Gabriel Russier. Donc, on en avait déjà parlé précédemment. Et oui, on y pense. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans la série, et c'est pourquoi ça ramène à ce fait divers, c'est que c'est bien une prof. On aurait eu un personnage masculin de prof. Je pense que la condamnation, la manière d'analyser la relation a été complètement différente. Là, on garde cette ambiguïté. En plus, on joue sur le fantasme des adolescents qui a été monté en puissance ces dernières années de la cougar, etc. Et un fantasme adolescent qui fait partie, en fait, justement de l'apprentissage du désir, mais qui doit être dépassé, puisque ça ne peut pas aboutir sur une vraie relation, normalement. Enfin, bon. Donc, ça fait partie de l'apprentissage, on va dire l'éducation sentimentale. Mais là, c'est exploité jusqu'au bout. Ouais. Et c'est vrai que ça crée une perspective assez intéressante. Constance ? Alors, parce que quand même intéressant, c'est qu'ils ont choisi un protagoniste qui a 17 ans, qui fête ses 18 ans dans la série, oui. donc qui devient majeur sauf pour boire, ce qui lui cause quelques soucis. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que ça replace aussi le contexte du lycée dans ce que c'est, parce qu'au départ, je ne sais pas si Eric se serait lancé dedans s'il n'y avait pas eu autant de remarques viriles de ses camarades. Et à un moment aussi, il est dans cette spirale parce que quand ses camarades le voient sortir avec cette femme, mais qu'il ne présente pas au départ comme son enseignante, donc ils peuvent penser que c'est quelqu'un qu'il a rencontré à l'université, ils sont dans le fantasme, tu sors avec une femme qui est plus âgée que toi, tu es un homme. Il y a quand même aussi toute une pression sociale masculine d'exaltation, ce qui fait que pendant longtemps, Eric se dit pas il y a quelque chose de malsain qui se passe, il se dit au contraire, je montre que je suis super puissant. Et ce que je trouve bien dans cette série, c'est qu'il y a tout cet engrenage de groupe, cette pression de groupe et le bouillonnement viril des lycées américains qui est bien montré. Et oui, il le dit à plusieurs reprises en se regardant dans la glace, je suis un homme. Voilà, il y a toute cette notion de la virilité qui ressort effectivement. Constance, vous vous êtes posé la question de ce que disait Elodie, si ça avait été un personnage enseignant homme et une étudiante. Je pense effectivement qu'on n'aurait pas du tout la même lecture, mais quoique, pour en revenir à... Je me dis, c'est une dynamique, par contre, qui plairait bien si c'était une série qui se passait à l'université. À l'université, ce serait bien une autre dynamique avec des élèves majeurs, un homme plus expérimenté, et ça se jouerait beaucoup mieux. Mais je pense qu'effectivement, d'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qu'il en est, parce que la scénariste et réalisatrice de la série, Anna Final, disait que pendant toute la préparation de la série, elle s'était mis une alerte pour répertorier dans les news le nombre de cas de professeurs, de relations élèves-professeurs. Et ça répertoriait beaucoup plus des relations entre enseignantes et élèves qu'entre enseignants et élèves-filles. Et donc, effectivement, je pense que ça aurait été un homme, on aurait tout de suite vu le détournement de mineurs. Oui. Plus que là, en l'occurrence, dans ce jeu de séduction. Avec cette série américaine, on est clairement dans une relation interdite entre prof et élève, ce qui est une source de conflit, une source de drame. Mais la plupart des séries et des films aussi ont une vision, disons, plus idyllique du rapport entre adultes et ados. Nombreuses sont les séries à nous proposer des profs ultra impliqués et sauveurs de bien des situations. La preuve avec le décryptage de la semaine. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Oh capitaine, mon capitaine, vous vous en souvenez, ça disait les étudiants face à Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. L'enseignant était totalement idéalisé, c'est une sorte de mentor, une source d'inspiration. Et cette image, elle perdure énormément dans les séries. Et alors en particulier, en ce moment, dans les séries françaises, il y a quelques jours par exemple, TF1 proposait 2 épisodes de ce qui va devenir une série, puisque elle repart en tournage au mois de juillet, on vient de le savoir. Ça s'appelle Le Remplaçant, c'est avec Joe Star dans le rôle titre, en prof de français aux méthodes peu orthodoxes. Le voilà d'ailleurs avec ses élèves à qui il demande de crier des mots. Judith, à toi. Moi non, je trouve pas ça très constructif comme exercice. Comme tu veux. Erwan. Ah, y a rien à foutre. Vas-y, vous êtes relou, vous, je vais le faire, c'est bon? Vas-y, toi, faillotte. Ok. Allez, vas-y. Ah! Je veux du respect, t'as compris? Je veux du respect, t'as compris? Ouais, c'est bien. Ça fait du bien, hein. Ah bah. Merci, Xavier. Oh, tu parles à qui, toi? Comment ça, je parle à qui? Je parle à tout le monde? Pourquoi tu dis tu? Je sais pas, moi, c'est parce que... Bon, c'est un tu générique, indéfini, qui englobe tout le monde. Voilà, c'est exactement on ça. peut passer à autre Merci, chose. monsieur. Vas-y, genre tu veux dire. Bon alors, à bout. Monsieur, il est derrière. Bah à toi. Je sais pas quoi dire. Pour changer. Tiens, tu vas prendre ça. Comme ça, t'auras pas à inventer. N'aie pas peur, c'est un livre. Allez, tu l'ouvres. Je suis le ténébreux, le veuf, la consolée, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte.
Constance Jamais, vous l'avez trouvé comment, Joey Starr, dans la peau de ce prof ? Je trouvais Joey Starr très charismatique, mais j'ai plus de réserves sur l'écriture du pilote qu'on a vu. Enfin, je trouve que Joey Starr, il s'éclate, c'est un génial numéro d'acteur et on sent bien qu'il prend beaucoup de plaisir à être dans l'extraverti jusqu'au bout. Mais après, peut-être que c'est la nature même du pilote, mais on peut spoiler un peu ou pas du tout. Allez-y, on va prévenir que ceux qui n'ont pas encore regardé, qui peuvent la regarder d'ailleurs sur Salto, vous bouchez les oreilles parce que Constance risque de spoiler la suite. En fait, je trouvais qu'au niveau des élèves, il y avait un peu trop de fourre-tout, comme il fallait dramatiser tout. Il y a soudainement à la fois du harcèlement, il y a une histoire de paternité qui est très Star Wars, qui en fait beaucoup trop, qui a un peu le même problème que la faute à Rousseau dont on va reparler. Je ne sais pas pourquoi, surtout avec une pléthore de séries où les profs retrouvent une progéniture perdue de vue. Et donc la statistique... Pour le coup, c'est des hommes en plus. Hein. Oui. Enfin oui, bon, en même temps, oui, j'allais vous dire, une femme ne peut pas retrouver un enfant perdu, mais bon, non mais ce rapport de la paternité, oui, dans l'absolu, oui. Mais face au retour à ce problème de la paternité est assez présent, ultra présent même. Et donc, en fait... je trouve que c'est quand même une série plutôt sur le mode comique et je trouve qu'il y a quand même beaucoup qui est cédé à la dramatisation. On se sent pas dans l'école de classe qu'on a pu fréquenter. Moi, je sais peut-être que vous allez pouvoir commenter. Moi, il y a une chaîne qui m'a choquée, c'est quand Joey Starr arrive en salle de prof, il se fait immédiatement un ennemi juré dans la personne d'un autre collègue. Et c'est plutôt règlement de compte à hockey choral qu'une relation normale entre gens qui se sont jamais vus. On peut comprendre qu'il y ait de l'agacement, mais c'est très exagéré. On rigole bien, Joey Starr fait son numéro, mais pour moi, c'est pas vraiment une série sur l'école, quoi. C'est une série pour Joey Starr, taillée autour de Joey Starr. Et il y a plein de choses scénaristiquement, de mise en scène. On est quand même sur 2 épisodes, mais qui sont censés se passer sur plusieurs semaines. Et vous verrez que le proviseur de la parachute ne change jamais de pull au vert vers d'eau. Il n'y a pas de changement de vêtements, c'est vrai. Mais je pense que c'est le problème d'avoir voulu tester la série, en l'occurrence d'avoir fait 2 épisodes hyper denses. Et j'espère que ça sera corrigé justement avec la série au long cours. Et je pense que ça sera le cas. Le remplaçant repose, Élodie, sur une réalité sociale qui est le manque de professeurs et donc le recrutement de personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle autre, dans un tout autre domaine, et qui, en fait, choisissent de se reconvertir comme enseignants. Et moi, je trouvais ce point de départ extrêmement intéressant. J'ai même regretté que le scénario ne joue pas plus sur ce point, qui en dit long aussi sur l'état de l'éducation nationale. Élodie, c'est souvent, et là on le voit avec Joey Starr, il est prof de français. On reparlera de l'école de la vie, l'enseignant qui est Starr, en l'occurrence, est prof d'histoire. On a rarement un prof de sciences qui est mis en avant, par exemple. Comment vous l'expliquez ? Alors, j'explique très simplement par le fait qu'il y a une fonction parentale du prof. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, cette série avec cette question de paternité, autant dans la faute à Rousseau que dans le remplaçant. On est des parents. Parfois, j'ai mes élèves, j'ai l'impression d'avoir 150 enfants. Parce qu'on est à un moment de leur vie, surtout au lycée, où ils sont en opposition avec leurs parents, que cette opposition se passe plus ou moins bien, et qu'on est un adulte de référence. Et on l'est surtout dans les matières de sciences humaines, en fait. Davantage que dans les maths, parce qu'il y a moins d'humains. Nous, on parle d'émotions, on parle de rapports humains. Quand on lit la littérature, quand on lit La Princesse de Clèves, on parle de drague, on parle de séduction, on parle de ce qui les intéresse au quotidien, ce vis-à-vis de quoi ils ne peuvent pas tout à fait avoir des échanges, à propos de quoi ils ne peuvent pas avoir d'échanges avec leurs parents. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette thématisation de la parentalité dans le remplaçant. Et en effet, ce twist. Voilà, parce que... À la fin du premier épisode, voilà, on s'est dit, mais vous ne serez pas surpris, mais vous le verrez. Ah, mais oui. Et en fait, j'ai été surprise par le remplaçant, parce que j'y allais avec certains a priori. Je suis souvent déçue par les fictions éducatives, par les séries éducatives. J'attends l'Hippocrate du lycée, quoi. Belle formule. Où on voit la réalité de ce métier, la salle des profs. Alors, malheureusement... Oui, il y a des affaires de règlement de compte assez sérieuses en salle des profs. Ça, j'imagine, c'est un milieu mais hyper hostile. Dès qu'on met le pied dedans, ça non, mais oui, si, ouais. Alors, peut-être amener différemment avec plus de subtilité. Ouais. Peut-être que ce soit moins explicite. Mais oui, parce qu'on arrive en tant que nouveau, surtout remplaçant, c'est-à-dire en tant que remplaçant, on est un prof fantôme. On sait qu'on ne va pas rester, personne ne nous intègre, donc on redouble d'efforts pour être intégré, ça marche plus ou moins pas. Et en fait, il y a des logiques qui existent déjà dans l'établissement. Des frictions avec le prof précédent. Et donc, on nous attribue, les gens ne font pas exprès, évidemment, c'est une logique humaine, mais on nous attribue les défauts ou les qualités de celui qui était là avant.
Et donc, on hérite du dossier, quoi. Donc ça, ce sont des... Ah mais c'est des choses intéressant, qu'on vit, hein. c'est intéressant de vous entendre parce qu'on s'aperçoit que derrière une fiction qu'on pourrait peut-être nous trouver un peu exagérée, en fait c'est vraiment une réalité sociale que vous vivez, et c'est souvent le cas. Souvent on se dit ah mais non mais ils vont trop loin, ils tirent trop loin la ficelle de Quelque part, soit ils de vont la pas assez comédie, loin, soit de la là. colère, et voilà Ils vont pas assez loin. vont Non, pas mais il y a assez des loin. choses. Il y a des choses, oui. Moi, il m'est arrivé qu'on ne me dise plus bonjour parce que j'avais soi-disant mal noté un Mac blanc. Voilà. Donc, il y a des choses étranges. Vous voyez, Constance, c'est bien au choral, c'est ambiance Ouais, au c'est choral ça. dans les salles des profs. Ça hein. dépend des établissements, heureusement. Ouais. Mais Alors, on parlait des profs qui sont plutôt en sciences humaines, en français ou en histoire, mais dans l'histoire des séries, un prof de sciences, en l'occurrence, a marqué les esprits. Alors, pas forcément pour ses méthodes pédagogiques, c'est l'histoire dénichée par notre sérivore Clémence Olivier. L'aparté de Clémence. Moi, il y a un prof qui m'a particulièrement marqué. Il est professeur de chimie dans un lycée de l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Son nom, c'est Walter White. C'est le héros de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série lancée en 2008 qui est rapidement devenue culte. Elle raconte l'histoire d'un prof de chimie, Walter White, incarné par l'acteur Bryan Cranston, qui vrille quand il découvre qu'il a un cancer au poumon incurable. Pour éviter que sa famille ne se retrouve sans argent après sa mort, il se sert de ses connaissances en chimie pour fabriquer et vendre de la drogue, de la crystal meth. Et pour y arriver, il fait appel à l'un de ses élèves, Jesse. Toi et moi, on fera pas de la merde. On fera un produit chimiquement stable et pur, dont les performances seront inégalées, sans lait infantile, sans la moindre impureté, sans chili en poudre. Walter White est impressionnant. Dans son labo improvisé dans une caravane, il manie les produits chimiques comme personne. Il maîtrise à la perfection les dosages et prédit les réactions chimiques de la matière organique. On le voit peser, mélanger du méthanol, du phosphore, filtrer, distiller, laisser décanter. C'est hyper réaliste. Pour autant, si vous vous le demandiez, vous n'apprendrez jamais à fabriquer de la drogue grâce à l'anti-héros de Breaking Bad. En fait, si vous tentez de réaliser sa recette de la crystal meth, vous risquez d'avoir des soucis. Bon, déjà parce que c'est totalement illégal, mais aussi parce que Vince Gilligan, le créateur de la série, s'est assuré que les étapes suivies par Walter White dans Breaking Bad ne permettent pas d'obtenir de la drogue dure en fin de parcours. Pour s'assurer d'être crédible tout en ne permettant pas à ses spectateurs de synthétiser de la méthamphétamine, il a fait appel à des agents de la DEA, l'agence américaine chargée de la lutte contre les drogues. Ces experts, qui démontent les labos de drogue illégaux à travers tout le pays, l'ont aidé à la fois à rendre réalistes les scènes de cuisine, mais surtout à bien effacer certaines étapes clés de la création de la crystal meth. Garde-le à température constante, 425 degrés. Il faut que ça boue encore 2 heures, si on veut en avoir assez pour faire 2,2 kg. Alors ok, Walter White ne vous apprendra jamais à fabriquer de la drogue, mais il n'en est pas moins un très bon prof de chimie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donna Nilsson, une chimiste membre de l'American Chemical Society. Elle a été engagée dès les premières saisons comme conseillère scientifique sur la série. Dans une interview sur la radio publique américaine NPR, elle explique comment elle a donné aux héros de la série de l'épaisseur scientifique. Son rôle, c'était de lire les scénarios et de les compléter pour que la chimie montrée à l'écran soit la plus précise possible, comme ici. Dis-moi, l'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique? Parce que moi j'ai oublié. Et si notre réduction n'est pas stéréospécifique, alors comment notre produit peut être énantiomériquement pur? Et dis-moi, avec le 1-phényl, 1-hydroxyle, 2-méthylaminopropane, qui contiennent, bien sûr, les centres de chiralité des carbones numéro 1 et 2 de la chaîne des propanes, notre réduction en méthamphétamine élimine quel centre de chiralité déjà? Et ce n'est pas tout. Dans la série, les scènes avec un tableau et des formules chimiques griffonnées dessus, eh bien c'est elle aussi qui les a imaginées. Preuve que si Breaking Bad reste une fiction, elle propose tout de même aux spectateurs une initiation originale aux grands principes de la chimie. En écoutant Clémence, je me suis posé la question s'il y avait des référents éducation nationale sur les séries dont nous parlons depuis le début de cet épisode. Est-ce qu'il y a des profs qui sont employés pour dire attention, là cette situation est improbable ou pas? Il faudra qu'on pose la question aux producteurs et aux réalisateurs et scénaristes. Constance, vous avez une idée? Moi, j'étais allée sur le tournage de l'École de la vie quand ça s'appelait encore 30 vies en novembre dernier. Il me semble qu'ils avaient quand même de l'aide au moins. Et il me semble que à la Faute à Rousseau, j'avais posé la question en conférence de presse. On m'avait dit qu'il y avait aussi des profs de philo qui étaient au moins
là pour être sûr que les quelques notions de philosophie évoquées à l'écran étaient cohérentes. Étaient cohérentes par rapport au programme et tout ça. Je crois qu'on les interroge autant, je ne sais pas si on les interroge autant sur les relations entre profs et élèves que sur le contenu des rares millisecondes de cours qu'on peut voir à l'écran ou de ce qu'on voit sur le tableau, par exemple. C'est peut-être dommage. Il faudrait peut-être les interviewer plus sur la relation avec les élèves. D'ailleurs, ce que vous dites sur les profs de sciences, les gens qui verront l'école de la vie verront qu'à un moment, il y a quand même un mini focus sur un professeur de SVT qui se finit par parler un peu de sa vie et mal lui en prend. Et à sa collègue prof de maths lui dit, mais reste sur le théorème de Pythagore, il n'y a aucun risque. Pas de risque avec les parents qui viennent engueuler pour le contenu du cours. Alors vous avez cité à plusieurs reprises La faute à Rousseau, mais moi il y a une série sur laquelle je voulais revenir parce que j'affectionne notamment son personnage principal. C'est encore une prof de français qui est totalement délurée. Il s'agit de Sam. C'est une série de TF1 dont tous les épisodes sont disponibles sur Salto. Sam est incarnée par Natacha Lédinger, que l'on retrouve face à une collègue qui vient, elle, de craquer devant ses élèves. J'en peux plus, Sam. Je les supporte plus. Je supporte plus les gamins, je supporte plus leurs parents. La cantine, les couloirs, les heures sup qu'on nous colle sans nous donner notre avis. Les programmes qui changent au gré des ambitions politiques. Le manque de considération de la société. Ces consignes de merde là qui sont données par des mecs qui ont même pas foutu les pieds dans un collège depuis qu'ils ont 14 ans, j'en peux plus. T'as raison, je te comprends, la cantine elle est dégueu, c'est horrible. C'est pas drôle ça. Un petit brin d'humour. Mais Élodie Pinel, est-ce que vous vous y retrouvez quand vous entendez ce discours-là dans Sam ? Oui, bien sûr. J'ai adoré ce moment. C'est vrai. Adoré ce moment. Ben oui, parce que en fait, ça, on se le dit plusieurs fois par semaine, même quand on adore notre métier et nos élèves. C'est-à-dire qu'en plus, avec les dernières réformes, je ne ferai pas de politique, mais on a une intensification de la charge de travail avec moins de moyens, plus d'élèves par classe, donc plus de copies, donc plus de choses à gérer, des tâches administratives. On s'y perd en fait. On n'a plus le temps, on est asphyxié en permanence, plus le distanciel, les pauvres avec Parcoursup, ils n'en sortent pas. Voilà. C'est ça que vous disiez quand tout à l'heure vous nous disiez il manque un Hippocrate de l'éducation nationale, c'est où on pourrait avoir toutes ces interrogations, notamment Parcoursup, où on sait que ça traumatise une génération de parents et d'enfants là en ce moment. C'est ça qui manque en fait dans ces séries-là. Des choses très réalistes, mais un peu glamour, on va bien dire la vérité. Mais on voit que le manque de glamour n'empêche pas la narrativité et Hippocrate en est la preuve. Il y a eu un peu de ça, je trouve, dans Le Remplaçant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaye de lancer une initiative pédagogique, il se fait rattraper derrière, on lui rappelle les règles, on ne peut pas sortir comme ça de classe, l'élève est sous votre responsabilité. Et ça, c'est des choses qu'on apprend en effet quand on arrive en stage après son concours et auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et bon, je pense qu'ils ont dû au moins consulter quelqu'un là-dessus. Et c'est intéressant parce qu'on voit que la liberté pédagogique, en fait, est beaucoup plus encadrée qu'on ne le croit. Et il y a toutes ces contraintes matérielles qui sont des matériaux pour une narration. Mais alors, vous avez encore envie, quand vous rentrez chez vous, de regarder une série qui se passe en milieu c'est ça le problème. C'est-à-dire que parce que ça vous rappelle un peu le boulot quand même. Il y a plein de fois où j'ai eu envie d'écrire sur ce que je vivais, parce qu'il y a des super moments. En fait, on veut tous être Robin Williams dans le cercle des poètes disparus quand on est prof. On veut tous avoir ce type de relation pédagogique, on veut aider les élèves. Voilà, heureusement qu'on a ça, parce que sinon on ne se lèverait plus le matin. Et ce qu'on entend dans cet extrait de Sam, c'est qu'elle l'a plus. Et oui. Elle n'y croit plus. Et ça arrive aussi, et c'est normal. Et en même temps, on a envie de ça, on a envie de célébrer ça. Surtout quand on aime écrire et quand on aime les séries et autres. Mais le soir, on a envie de faire autre chose, en fait. Donc on n'y arrive plus. Donc le distanciel permet d'avoir plus de recul. Peut-être qu'on va avoir plein de séries et de fiction de profs, je ne sais pas après. Mais Constance, il nous manque une série sur les gens qui regardent des séries et qui en parlent. Vous imaginez ? Oui. Et alors, on pourrait aussi dire que depuis The Newsroom, il n'y a plus vraiment de séries sur la presse et les médias. Et justement, parfois, les salles de rédaction n'ont rien envie au cours de lycée en termes de conflit. On est bien d'accord. Mais ça sera un autre sujet qu'il faudra qu'on aborde d'ailleurs. Alors, je ne sais pas vous, parce que vous êtes quand même beaucoup plus jeune que moi, mais mon enfance, elle a aussi été marquée par cette série et une prof notamment. Vous avez un but, un rêve. Vous voulez la gloire. Eh bien, ça se paye. Et chez moi, ça se paye en une seule monnaie,
de la sueur. Fame, série de 1982, l'adaptation du film d'Alan Parker et qui raconte le quotidien des élèves d'une école d'art de New York avec plusieurs enseignants charismatiques, donc à commencer par la prof de danse Miss Bell qu'on vient d'entendre. Je vous voyais acquiescer, Constance, vous connaissez Fame? Non, vous qui si jeune. je connais juste le générique et pour le coup, je confie que je suis née un petit peu après. Donc non. Merci beaucoup Constance. Et vous Élodie, est-ce que Je suis vous née en connaissez 1982. Donc vous ne connaissez pas? Pas tout à fait. Alors pour faire court, si vous avez envie de regarder, allez-y, parce que vous pouvez retrouver des épisodes sur les internets, comme on dit. Fame, c'est un peu le Glee, mais des années 80. Voilà, c'est à revoir en VOD et DVD. Tout est disponible, évidemment. Constance, demain, les téléspectateurs de France 2 vont pouvoir découvrir une autre série. Ça s'appelle L'école de la vie et c'est porté par une chanson. Moi, quand je me sens touchée, coulée, perdue, je me roule en boule et j'entends plus les mots qu'on m'envoie au lance-pierre. Alors dans le prochain épisode de Sérieland, on va revenir sur cette fiction grâce à la présence du comédien Guillaume Labbé qui tient le rôle principal, celui d'un prof d'histoire. Mais juste en une phrase, Constance, est-ce que vous avez aimé cette nouvelle fiction qui, il faut le préciser, est produite par Nagui? Alors des 3 séries qu'on a eues sur le PAF français, Le Remplaçant, La Faute à Rousseau, pour moi c'est celle qui est la plus aboutie. Elle n'est pas exempte de défauts, mais je trouve que c'est celle que j'ai suivie avec le plus de plaisir et qui, pareil, après des débuts un peu peut-être maladroits, trouve ses marques et pour le coup entraîne totalement à partir de ce moment-là. Et ce que j'aime bien, c'est que le professeur joué par Guillaume Labbé a un tout petit côté Robin Williams, mais qui est très minoré, parce que finalement, il est aussi en crise que ses élèves, et les deux vont se nourrir mutuellement de leurs épreuves. Et il y a moins le côté je vais te montrer la vie, justement, on va s'en sortir. Enfin, il y a un côté peut-être pas tout à fait Hippocrate, mais déjà moins glamour. Oui, je pense, Élodie, que vous allez adhérer à cette fiction. Ça s'appelle L'école de la vie, c'est à voir sur France 2. Mais je vous propose de refermer ce chapitre prof-élève dans les séries pour nous intéresser à la recommandation de la semaine. La découverte de Sérieland. Élodie, vous connaissez Sérieland, donc vous le savez, chaque semaine, Sérieland s'achève avec la recommandation de la semaine. Et j'ai suivi vos conseils, Constance. Direction Amazon Prime Video pour une nouvelle série qui est intitulée Moi, Christiane F. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch, comme on dit ? Alors, moi, je suis venue à la série par sa productrice, Annette S. Et étant née au début des années 80, j'ai pas du tout connu l'ouvrage original sur lequel c'est basé, parce que Christiane F., ça raconte de manière plus ou moins autobiographique la descente dans la drogue d'une adolescente de Berlin-Ouest au début des années, à la fin des années 70. Et après, comment de la drogue on verse dans la prostitution et comment elle a essayé de s'en sortir. Et donc, moi, en toute naïveté, j'ai vu que c'était une série produite par Annette S. Et je me suis dit, elle a fait Berlin 56, Berlin 59. Et je me suis dit, apparemment, c'est une histoire culte que je ne connais pas, donc allons refaire mon éducation. Et donc, vous l'avez trouvé comment ? Alors en fait, le film de 80 était sur 2 heures et était très glauque. Enfin, il montrait vraiment très très noir, tout à fait. Très noir, tout le tapin, tout le bad trip. Et en fait, la série, comme elle a 8 heures, elle change un peu de point de vue. Donc, on garde bien sûr l'histoire de Christiane F, mais la série prend le parti de s'intéresser à tous ses camarades de déchéance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre à la fois tous les parcours adolescents qu'on peut avoir en Berlin-Ouest à la fin des 70. Et il y a un côté très intemporel qui m'a beaucoup surpris, parce que dans les 70, et pourtant le mur n'est jamais évoqué, ça pourrait être le Berlin d'aujourd'hui. Il y a un petit côté euphoria, petit côté poésie, parce qu'au départ, quand ils font leur premier paradis artificiel, il y a un côté complètement lyrique où on voit ce qu'ils hallucinent. Donc il y a des très beaux effets de perspective, de sol qui changent. Et ça pourrait être le Berlin d'aujourd'hui. Donc, en filigrane, ça dit aussi que la drogue, ça reste un problème aussi actuel en 2020 que dans les années 70. Il y a aussi un parti pris qui pour moi a bien marché, c'est-à-dire... bien sûr, il y a un peu un côté costume 70-80, mais il y a un peu un côté années 90, puis il y a une bande-son très contemporaine, il y a du Sia, il y a du Florence and the Machine. Et comme dans le film, David Bowie tient une grande place, on ne vous dira pas comment il apparaît à l'écran, mais ils ont trouvé un très joli moyen de le faire. Et je trouve que finalement, dans cette série qui, au départ, on se dit, c'est un peu aseptisé, et ça ne l'est pas du tout quand on poursuit, mais il y a aussi, ce qui est touchant, je pense, toute une idée de fureur de vivre, d'ados qui sont pas compris par leurs parents, pas compris par le système, et qui montre aussi en filigrane qu'on a une charnière de l'histoire de l'Allemagne où tous ces parents qui ont soit grandi peu jeunes après la guerre ou pendant la guerre, il y a aussi toute une partie de refoulés que peut-être que ces gamins qui deviennent des gamins des rues n'arrivent pas à parler avec leurs parents et du coup ça s'exprime comme ça. Enfin, du coup j'ai trouvé que
il y avait à la fois ce côté très allemand et en même temps complètement universel, avec une bande de jeunes comédiens qui sont assez exceptionnels. Ils sont formidables. Alors, c'est très difficile de trouver un extrait qui est révélateur, notamment dans les 2 premiers épisodes, pour pas vous spoiler la suite de la série, parce que la série, elle repose surtout sur une ambiance, sur des interactions qui sont nombreuses. C'est vraiment la série chorale par excellence. Mais pour vous donner un tout petit aperçu, on va retrouver Christiane. Elle est dans une file d'attente à la gare. Devant elle, il y a un jeune homme à la chevelure soyeuse et elle passe sa main dans ses cheveux. Excuse-moi, je sais pas ce qui... J'ai juste... Je voulais juste... Tes cheveux sont si beaux. Merci. Tu veux que je te donne mon secret? Je veux bien. Une fois par semaine, tu mixes 2 jaunes d'œufs dans du cognac et tu te laves les cheveux avec ça. Du jaune d'œuf et du cognac. 2 jaunes d'œufs et il faut prendre du vrai cognac. Je pense que je vais tester. Merci. Pas besoin de me remercier. Mais je vais à un entretien d'embauche là, donc tu peux me souhaiter bonne chance? Alors, bonne chance, je suis avec toi. Alors ça pourrait presque paraître anecdotique comme extrait, mais en fait c'est vraiment le début d'une rencontre donc entre Christiane et ce jeune homme. Vous le rappeliez, Constance, c'est vraiment l'adaptation du livre qui était sorti en 1978, Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, c'était l'intitulé total de ce livre qui avait donc donné naissance ensuite à ce film de 1981, un film qui avait été marqué aussi par la musique de David Bowie. Voilà, et ça donne lieu à cette série qu'on vous recommande sur Amazon Prime Video. Merci beaucoup Constance, mais il est l'heure de notre dernière séquence. Le crush de l'invité. Et cette dernière séquence, c'est celle du crush de l'invité. Votre coup de cœur, Élodie. Je suis très heureuse de votre choix parce que vous aviez envie de nous parler, de reparler même de Scam, la série qui est à voir absolument sur France.tv, que Constance n'a pas vue, mais il va falloir qu'on arrive à la convaincre de regarder, et à laquelle on avait déjà consacré un épisode de Série Land. On va juste écouter un petit extrait donc, de cette dernière saison, la saison 7, au cours de laquelle il est question de maternité. Tiff a donné naissance à une petite fille. L'adolescente a dans un premier temps laissé son bébé à la maternité, mais elle se pose beaucoup de questions. On la retrouve dans les couloirs de l'hôpital aux côtés de son ami Max. Tu sèches les cours à cause de moi. Je suis nulle. Tu te rappelles dans Titanic? Tu sautes, je saute. Bah, tu sèches, je sèche. Voilà, c'est pareil. T'es mon Jack, c'est tout. Tu me laisseras crever dans l'eau froide? Jamais de la vie. Il y avait de la place sur cette planche. Pourquoi l'enseignante que vous êtes, Élodie, et maman aussi par ailleurs, aime cette série qui est plutôt destinée aux ados au départ? Parce qu'elle retrace le quotidien réel des ados. Ils parlent comme des ados. C'est écrit à hauteur d'ados. Voilà. On a le point de vue des ados sur les adultes. On les sent étrangers à leur monde. Complètement. On voit les altercations avec les parents, l'incompréhension des parents. Rien n'est aseptisé. Et ce qu'on voit aussi, c'est la dureté de la vie que se prennent en pleine face les ados. Et c'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que c'est plus facile pour eux. On a tendance à se dire oui, ça passe. Nous aussi, on est passé par là. Mais c'est extrêmement dur en fait. Et ils ont besoin de l'accompagnement des adultes aussi. Et ça, on le voit. Et aussi, c'est quelque chose d'assez subtil parce que là, on a un personnage qui est confronté à quelque chose. Le pire qu'on peut peut-être expérimenter, à savoir une grossesse non désirée, très jeune, et qui mène à un abandon d'enfants après déni de grossesse. Enfin bon, je veux dire. C'est très très lourd. C'est très violent, ouais, tout à fait. Ils vont sur des sujets qui sont très délicats, mais avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'humanité. Et on n'est pas pris à la gorge. C'est pas du pathétique. Ils nous font pas pleurer. Ils nous font réfléchir, voir comment elle essaye de se reconstruire. Ça fait rebondir aussi sur ce que vous disiez sur les paternités. Oui. Voilà, là, elle pourrait retrouver son enfant finalement 20 ans après. Bon, on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette même personnage qui est en position de victime, on pourrait dire, a été harceleuse dans la saison précédente. Oui, tout à fait. Donc, on a une complexité des personnages qui se jouent là. Donc, je trouve ça vraiment pertinent. Ce que vous disiez, c'est que pour cette saison 7, en l'occurrence, c'est le déni de grossesse qui était le sujet principal, puis ensuite la grossesse et qu'est-ce qu'on fait d'un bébé quand on est adolescente. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées, l'homosexualité notamment. Est-ce que ce sont des problématiques auxquelles vous êtes confrontés, vous, dans le cadre de votre métier? Oui, bien sûr. Au quotidien. Le harcèlement, récemment, on a eu une espèce de coming out harcèlement. Ça veut dire quoi, coming out harcèlement? Ça veut dire qu'il y avait une ambiance de classe très bizarre et que je leur ai dit, est-ce que vous voulez parler de quelque chose? Ils m'ont dit oui. On s'est mis en U et on a parlé. Et il y a des choses qui sont sorties.
Et derrière, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On a toute l'équipe éducative. Comment on organise de la prévention, de la sensibilisation, renouer un dialogue entre les élèves, punir ce qui doit être puni, comment on caractérise le fait. Enfin, c'est très complexe en fait comme dossier et c'est vraiment brûlant actuellement. L'homme, est-ce que ça dit oui, parce que là, en l'occurrence, ça fait partie des questions. Ils ont eux-mêmes parlé de culture de viol. Ils sont très très avertis sur ces sujets. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce métier parce que on voit le futur. En fait, ils sont le futur. Et est-ce que les séries leur servent, c'est-à-dire leur permet aussi de parler, de comprendre aussi que c'est un problème qui les touche et qui peut toucher tout le monde au fond? Oui, parce que dans ce dialogue, à un moment, on s'était penché sur la question qu'est-ce que vous attendez d'une campagne de prévention, par exemple, de sensibilisation? Et j'aurais demandé quelles sont les séries que vous conseilleriez à vos camarades qui seraient dans une situation de harcèlement et qui n'oseraient pas parler, pour réussir à s'identifier à des personnages et faire sortir quelque chose de manière cathartique. Et ils avaient plein d'idées. Donc on est en cours d'élaboration de ce projet, mais et ils m'ont spontanément cité pas mal de choses qui leur parlent, quoi. Et je dois juste ajouter un truc, ils m'ont demandé de dire ciboulette. Donc voilà, j'ai dit ciboulette, ça c'est fait. Ah donc oui, ça mais... c'est un petit défi. Oui, mais vous auriez dû... Non, on va pas le couper, bien sûr que non, on va le garder. Mais vous auriez dû le dire encore plus subtilement pour les épater encore plus. Je sais. On peut dire que Kate Mara, dans The Teacher, des hauts couleurs ciboulette. C'est ça. C'est vrai. C'est pas mal, Constance. C'est pas mal. D'herbe fraîche de ciboulette coupée. Constance, faites-moi la promesse de regarder Scam. Je le promets. Et je vous rembourse votre redevance si vous aimez pas. On est d'accord ? Pari tenu. Allez, très bien. Merci infiniment à toutes les deux. Merci Constance Jammet pour votre éclairage. Vos excellents papiers sont à lire dans Le Figaro. Et merci Elodie Pinel pour votre regard acéré sur ces questions. Et puis vos élèves, ils ont beaucoup de chance de vous avoir. Merci. En plus de pouvoir parler de séries et d'écouter Série-Land. C'est pas formidable. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros d'une série culte. Eh bien, la parole est à Monsieur le Professeur dans Glee, Will, qui dit « Ce ne sont pas les rêves brisés qui nous démolissent, ce sont ceux qu'on n'a pas le courage de rêver. » Dans le prochain épisode de Série-Land, je vous propose de rester dans cette thématique prof-élève grâce à un entretien avec un comédien que l'on voit de plus en plus sur nos écrans. Auteur et acteur, Guillaume Labbé sera l'invité de Série-Land. Il est prof d'histoire géo et le héros de la nouvelle série L'école de la vie, à voir sur France 2 depuis le 21 avril. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer avec lui Je te promets ou encore Plan Cœur. Série-Land est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Constance Jammet, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, j'en suis certaine. Restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, notamment sur le groupe Facebook Série-Land. Et puis vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Nous sommes disponibles aussi sur Spotify et sur Deezer. Mais attention, dans Série-Land, la règle ne change pas et ne changera jamais. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.